alors Nîmes avec 1627-28 et peut-être 35, mais on n'en est vraiment pas sûr, puisque ce n'est connu que par un exemplaire dans une collection étrangère, collection allemande, et on n'a pas revu l'exemplaire depuis 1902. Donc il faudrait pouvoir vérifier sur la pièce elle-même. Mais donc voilà, et quand vous regardez vos monnaies, vous avez tout à fait le schéma des trois guerres qui se sont succédées, avec la même famille, les mêmes commandements. Où étaient pris les commandements? C'est-à-dire d'où venaient les ordonnances? Vous avez donc d'un côté la Rochelle qui décide, et de l'autre côté, tout se fait depuis Montpellier ou Nîmes. Montpellier en 1621-22, Nîmes en 1627-28. C'est là, c'est le quartier général de Rouen, même s'il est physiquement à Anduze ou dans la région mobile, les ordonnances sont prises là. Et ils envoient les informations, en particulier par De Montauban, qui était l'un des principaux responsables monétaires, aux différents ateliers. Et Montauban n'est qu'une monnaie de siège, ce qu'on appelle une monnaie obsidionale, c'est-à-dire frappée pendant une durée déterminée par le fait d'assiégeant et d'assiégé. Et c'est une monnaie en quelque sorte de substitution. Conclusion. Monnaie légale ou monnaie illégale. Toutes ces monnaies vont être décriées par l'ordonnance de 1633, enfin deux ordonnances, une ordonnance de juillet et une de décembre 1633, qui interdit la circulation de ces monnaies et bien sûr leur refonte quand elles arrivent sur le marché. En 1640, vous avez une grande réforme monétaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la réforme de Jean Varin qui va introduire le monnayage de frappe au balancier, mais va aussi modifier le cours d'anciennes monnaies, en particulier avec le rehaussement du cours du douzain. Le douzain, il vaut combien de deniers? 12. Ah. Et bien, à partir de 1640, il en vaudra 15. Et pour être sûr qu'il vaudra 15, tous les douzains vont avoir un petit nice contremarqué sur les monnaies pour dire ça veut dire ça a été vérifié, ça a été vu. Et bien, nos vérificateurs ne devaient pas être très bons parce qu'on a deux exemples de douzains de La Rochelle et de Montpellier qui ont été surfrappés du petit 10. Alors que ces monnaies-là, depuis 1633, dès qu'on en prenait une, elle allait directement à la casse. Donc ça veut dire que dans l'imagerie populaire, cette monnaie va survivre. Parce que ces monnaies de 1640 vont circuler jusqu'à la nouvelle réforme de 1692. Et là, le lien sera presque fait. 1692, nous sommes 7 ans après la révocation de l'édit de Nantes, et nous sommes à 5 ans du début des opérations, disons, dragonnades et tout ce qu'on voudra dans vos régions. Donc ces monnaies ont eu une vie très longue et très dure, pour certaines en tout cas. La conclusion de cet exposé. Outre toutes les monnaies, et je pense qu'il doit rester une dernière diapo. Voilà. Là voilà. Outre toutes ces monnaies donc protestantes, fabriquées à l'instigation d'un pouvoir, qu'il soit nobiliaire ou de cité, qui est en quelque sorte une monnaie officielle, car elle respecte au départ le titre, les coins, l'aspect, et normalement le nom du roi. Eh bien, il y a des petits malins qui vont en profiter et qui vont fabriquer de la fausse monnaie. Et en règle générale, quand on vous propose un douzain des protestants, vérifiez bien que vous avez un original et pas un ersatz, parce que la plupart du temps, on va vous vendre un faux. Parce que les collectionneurs ou les gens qui vendent les monnaies de protestants sont tellement contents d'avoir un truc protestant qu'ils ne vérifient pas. Mais la plupart des monnaies, c'est-à-dire 9 sur 10, sont des faux apocryphes. Je m'explique. Des marchands vont commissionner à l'étranger, et en particulier dans le texte de 1974 de Jean Laforie, Jean Laforie signale qu'un marchand de Rochefort va faire fabriquer des fausses monnaies à Danzig. Danzig, ça vous rappelle peut-être rien, c'est Danz aujourd'hui. On s'est battu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça pour ce corridor. Mais c'était le bout du monde au XVIIe siècle. On est en plein délire. Et donc, les monnaies, on les importait dans les tonneaux pour les rapatrier sur la France et pour les mettre en circulation. Et on les mettait bien sûr en circulation comme des douzains, c'est-à-dire comme des pièces de 12 deniers. Donc le bénéfice était donc très important. Et si on se faisait prendre, ah ben c'est pas nous, hein, c'est les protestants. Et regardez bien le type, c'est un type très particulier, en général, les faux. Vous avez toujours des couronnes, en général au revers, ou les 4 lisses. Et lisses ou couronnes sont extrêmement grossiers. Donc, ne vous faites pas avoir la prochaine fois qu'on vous proposera un douzain protestant. Car dans 9 cas sur 10, vous risquez d'être sur une pièce fabriquée à l'époque, mais qui n'a rien de protestant. Voilà. En guise de conclusion, c'est un monnayage très intéressant. Mal connu, mal documenté, où on a dit beaucoup de bêtises, découvert tardivement, et dont l'histoire reste encore à écrire.
Mais je pense que vous l'aurez bien compris, on a ici, même s'il nous a présenté comme n'étant pas un spécialiste, nous avons certainement l'homme de l'art qui est capable de nous reconstituer le monnayage, car avec l'histoire, la monnaie, ça devient quand même beaucoup plus facile. Et je vais donc laisser la parole maintenant à M. Travier, qui a des informations inédites à nous livrer sur ce monnayage dit protestant. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc moi je vais me concentrer essentiellement sur les émissions, un tout petit peu de Montpellier, parce qu'il y en a un bon exemplaire de 1622, et puis surtout les émissions de 1628-1629. Mais auparavant, Laurent Schmitt nous a présenté des attestations dans les textes anciens, dans des ouvrages de numismatique, et dans des publications locales, régionales, eh bien, on a aussi des attestations de ce monnayage, et quelquefois extrêmement anciennes. Parce que c'est un monnayage qui a marqué le pays, qui a duré, comme vous l'avez dit, qui a perduré jusqu'à la fin, quasiment à la fin du XVIIe siècle. Et il y a une première attestation extrêmement importante qui apparaît dans le dictionnaire de Boissier de Sauvage. Alors, non pas dans la première édition de 1756, mais dans la deuxième édition de 1785, où à l'entrée rouennaise, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer, la graphie de Boissier de Sauvage est un peu compliquée. Rouennaise, certainement, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Et donc, à l'entrée rouennaise, Boissier de Sauvage nous dit monnaie valant 1 sou, ou 12 deniers, comme on vous a expliqué, que M. de Rohan, chef des révoltés, faisait battre à Nîmes en 1622. Alors, on a une information, c'est intéressant parce que Boissier de Sauvage a fait son dictionnaire languedocien français, de façon à ce que les gens, petites gens, notamment à l'époque, qui ne parlent que l'occitan, puissent apprendre convenablement le français et ne pas faire de gasconisme. Donc c'est un dictionnaire qui est extrêmement populaire, qui reprend beaucoup d'expressions populaires, et si cette expression, si ce vocable y figure, c'est qu'il a encore une certaine popularité, c'est qu'il est connu de la part des populations. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors donc, vous avez pu remarquer par rapport à ce qui nous a été dit, que 1622, il n'a pas été frappé à Nîmes, c'est tout à fait évident, et que c'est tout à fait évident, oui, on le sait, mais voilà ce qu'en dit Boissier de Sauvage. Paulet, l'Andusien Paulet, dans son histoire d'Anduze, qu'il a écrit à la fin du XVIIIe siècle, hein, donc lui aussi fait mention de ces douzaines. Et voilà ce qu'il écrit. On voit, par une lettre, que le duc de Rohan écrivit au prince Henri de Bourbon qu'on battait monnaie parmi les protestants, mais que c'était au coin du roi. Effectivement, on vous l'a dit, c'est la titulature royale. Cependant, il en existe une qu'on frappait en 1622, surtout à Nîmes, et à Anduze, au coin du duc de Rohan, et qu'on appelait Rouennaise. Cette petite monnaie avait cours et valait 1 sou. Alors vous voyez que cette deuxième définition ressemble étrangement, au moins dans la seconde partie, à celle de Boissier de Sauvage. Vraisemblablement, l'une c'est à copier l'autre. Mais laquelle? Il semble, Paulet ayant été édité qu'au XIXe siècle, bien que le texte soit de la fin du XVIIIe siècle, il semble que ce soit Paulet qui est copié sur Boissier de Sauvage, au moins pour cette seconde partie. Ce qui me fait dire ça, c'est que la graphie